Madame, monsieur, bonjour. Salam alaikum, Ramadan Karim à tout le monde. Aujourd'hui, comme on a l'habitude de faire des initiatives et de prendre des initiatives pendant ce mois sacré, surtout à cause du Covid-19, ces applications virtuelles nous permettent justement de rentrer en contact avec des personnes, des personnalités et surtout dans le monde intellectuel. Donc, on a souvent besoin justement d'avoir leur avis sur des thématiques et des problématiques qui sont vraiment très importantes au niveau national et mondial. Et aujourd'hui, nous avons avec nous le professeur Abdellatif Fkak du Maroc, Abdellatif Fkak, qui n'a plus besoin d'être présenté vu qu'il est connu, reconnu par tout le monde. Monsieur Fkak, professeur Fkak, il possède 3 doctorats. Il est le directeur ou le président de la Fédération mondiale de la diversité des Euro-Africains. Et si je dois présenter le Fkak, il me faut vraiment toute une journée pour le présenter, sincèrement. Donc, je lui dis bonjour, docteur Fkak, bienvenue dans ce live. Bonjour, c'est Hassan. Nous sommes très loin, mais bonjour. Je suis au Maroc maintenant, confiné, et vous, vous êtes à Bruxelles. Parfait. Ça fait plaisir de te voir et d'apprendre des choses à chaque fois que je discute et j'échange avec vous. Merci beaucoup. Plaisir. Je viens de faire une minuscule présentation te concernant. Est-ce que tu pourras nous en dire plus un peu sur vous et afin que les gens qui nous suivent puissent vous connaître un peu davantage? Écoutez, je ne sais pas comment me présenter en quelques secondes. Disons un triple doctorat de Paris, donc de gestion de Dauphine, et puis j'ai un doctorat également de 3e siècle que j'avais fait donc à Nanterre avec Raymond Aron, mais c'était déjà assez vieux. Et puis un doctorat d'État en économie, puis directeur de recherche des thèses de doctorat au Maroc. Et puis voilà, donc j'ai créé cette fédération mondiale avec à peu près 81 associations de différents pays, mais qui sont tous en Europe. Et donc nous avons créé cette fédération pour pouvoir, c'est un objectif, c'est un rêve, c'est de faire l'Europe politique. Et d'une deuxième chose, c'est l'Afrique fédérale des États, parce que avec le coronavirus, avec ce qu'on appelle les sociétés à risque, le HN1, le 5, la vache folle, Tchernobyl, nous sommes donc dans une société très dangereuse, à risque aussi religieux, avec le terrorisme qu'il y a, avec un certain nombre de choses. On a créé cette association pour pouvoir regrouper l'Afrique pour nos enfants. Nous n'avons plus à rien à craindre, on arrive donc à un certain âge. Voilà. En gros, donc je peux dire de plusieurs livres. Il suffit de rentrer dans le CV dans Google ou bien dans le site fmdea.org et puis les gens donc auront un petit peu toutes les activités qui ont été faites depuis 2 ans. D'accord, professeur. Nous avons choisi de parler aujourd'hui d'une thématique qui nous travaille ces jours-ci, depuis quelques mois. Nous allons parler du Covid-19, donc du coronavirus, et nous avons choisi comme thématique comment le Covid-19 va-t-il affecter le monde du travail. Et alors, pour commencer à échanger avec vous sur ce sujet, j'ai une première question à vous poser. Comment le monde des entreprises risque d'être affecté par la crise sanitaire mondiale provoquée de ce Covid-19? Quelle est votre vision à vous, professeur? Bien, donc l'économie aujourd'hui au niveau mondial est à l'épreuve de cette crise sanitaire où il y a eu le Covid-19, mais il y a eu d'autres Covid depuis d'autres coronavirus qui sont depuis 1962 et qui a provoqué une espèce d'envolée de chômage dans le monde. Alors, si on se réfère à l'Organisation mondiale du travail, cette crise paraît être plus grave que la Seconde Guerre mondiale et c'est à peu près l'ordre de 1,225 milliard de travailleurs qui risquent
de ne plus d'être licencié ou d'avoir une cure d'amaigrissement de l'ensemble du personnel avec des espèces de réduction de salaire. Alors, il y a 188 pays qui sont à peu près touchés selon toujours l'OIT. Alors, le marché de l'emploi va affronter donc cette espèce de pandémie très important de le Covid-19 et c'est un peu plus grave, cette crise est beaucoup plus grave que celle de la crise des subprimes, si vous vous rappelez, de 2007-2008 et c'est qui va détruire un petit peu l'ensemble des emplois dans les pays de ce qu'on appelle, qui nous intéresse le plus, les pays à revenus intermédiaires, qui tournent autour de 30 à 50 millions. Et là, ils seront très touchés, mais disons qu'au niveau mondial, c'est au prorata de la population et c'est la région probablement Asie-Pacifique qui devrait donc souffrir durant cette période. Voilà un petit peu l'idée globale au niveau mondial, au niveau économique. Oui, professeur, merci. Merci pour cette réponse très claire et très constructive. Est-ce quels sont les secteurs, selon vous, économiques les plus touchés en Europe et aux États-Unis par la crise du Covid-19? Alors, il y a effectivement, je dirais, les secteurs qui sont les plus risqués au service de, c'est d'abord le tourisme, l'hôtellerie, le transport, et il y a les BTP, il y a les manufacturiers, c'est-à-dire le transport de textiles et manufactures, et il y a les grandes surfaces, et puis il y a surtout, c'est le commerce de détail. Et ces secteurs à risque sont davantage dans les régions qui sont au niveau des États-Unis, de l'Europe et de l'Asie. Et donc l'OIT appelle les pays à mettre en place donc un grand échelle en s'articulant de soutien des entreprises, l'emploi et aux revenus et la relance donc économique de l'emploi, la protection de l'ensemble des travailleurs sur leur lieu de travail et le recours donc au dialogue social avec l'ensemble des gouvernements, des syndicats et les fédérations de patrons. Bon, donc l'Asie paraît être la plus touchée par le chômage. Les USA explosent avec 32 millions d'inscrits en chômage en 4 semaines. Le chômage aussi au niveau partiel grimpe en France. Les chiffres sont effrayants aux États-Unis avec 10 millions d'inscrits en 2 semaines. Eh bien, il y a le pic étant de 800 000 je le rappelle, en 2007-2008, ce qui est tout à fait différent. Donc, idem pour le Canada qui est à 2 130 000 inscrits, donc qui ont le filet de sécurité, selon les données toujours de l'OIT. Et en Europe, la protection, elle dispose des filets de sécurité pour le chômage partiel. En Grande-Bretagne, c'est la même chose, c'est 1 500 000 demandes en 15 jours, c'est 10 fois plus que la normale. En Allemagne, c'est 500 000 entreprises qui ont demandé, qui ont fait la demande au mois de mars. Donc, c'est 20 fois plus que la crise financière en un mois. Et la France, aujourd'hui, est concernée parce que c'est 5 800 000, disons 6 millions en gros, de travailleurs qui touche aussi bien le public que le privé. Et donc, il y a une crise de l'emploi, du marché de l'emploi, comme vous le voyez, et l'emploi pose problème plus tard parce que les ravages, je dirais, sanitaires et sociaux du Covid-19 et la population aujourd'hui qui est touchée au niveau mondial, selon toujours le décompte de l'OIT, parce que ce sont des chiffres qui sont exacts, c'est 3 milliards 300 personnes, c'est-à-dire les 4/5 qui sont affectés totalement ou partiellement dans leur lieu de travail par le chômage. Et cette pandémie a donc provoqué un double choc, je dirais, économique de l'offre et de la demande. Et c'est sous l'effet de cet confinement que l'arrêt des chaînes de production, ce choc, et donc s'est traduit par des envolées de chômage comme vous m'avez posé la question. Professeur, je remarque, comme on dit souvent, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je remarque par exemple qu'au niveau des sociétés bien développées, et surtout les pays qui sont vraiment bien développés économiquement, même au niveau de la technologie, etc., qu'il y a en fait
un vrai problème de gestion de la crise. Par contre, on remarque, prenons l'exemple du Maroc, on remarque par exemple que le Maroc, qui est un pays qui n'est pas vraiment très développé, hein, et qui est en voie de développement et en voie de démocratisation dans plusieurs domaines, la situation, vu que vous êtes aussi marocain, donc vous êtes franco-marocain, la situation sociale au Maroc et les moyens de la relance économique des entreprises pour éviter le chômage, existent-ils au Maroc? Oui, alors le Maroc, il a eu de la chance, c'est qu'il s'est pris très tôt à faire le confinement. Dès les premiers symptômes du coronavirus 19, il a pris les dispositions de fermer les frontières et de faire un confinement de tout à fait général. Mais ce qui est très important également, c'est la chloroquine qu'il a décidé, même qui est assez controversée, puisque nous avons Sanofi, qui est une filiale française à Kenitra, et donc il a pratiquement l'utilisé. Il a mis en marche l'ensemble des entreprises de textiles qui se sont recyclées pour faire donc pratiquement maintenant entre 5 à 8 millions de fabrication. Et commence le Maroc à exporter. Et surtout, au début de la crise, il y a eu ce qu'aurait un peu grâce à Sa Majesté, c'est un comité de veille économique qui s'appelle le CIV, CIV, et qui est présidé par le ministre de l'économie et des finances. Et puis, il y a eu un fonds, c'est une idée qui était géniale, un fonds spécial à l'initiative du roi du Maroc, et dont le but était de renforcer l'ensemble des infrastructures sanitaires. Au début, c'était donc la structure des hôpitaux, mais pour une deuxième phase, c'était les classes, c'est apporter de l'aide aux classes défavorisées pour atténuer, disons, l'impact économique et social de la pandémie. Il y a eu également une révision urgente de l'ensemble des politiques fiscales, monétaires et sociales pour éviter l'effondrement des entreprises et de l'emploi. Et il y en a 3. Donc, si vous prenez au niveau de la fiscalité, il y a eu le contrôle fiscal avec ce qu'on appelle ici au Maroc les ATD, c'est-à-dire les avis tiers détenteurs qui vont suspendus jusqu'au, c'est-à-dire qu'on prenait de l'argent directement. Ce qu'il faisait, c'était les impôts et la sécurité sociale qui avaient cette prérogative. La deuxième chose qui est très importante, c'est que toutes les entreprises qui avaient un chiffre d'affaires moins de 20 millions, donc on pouvait étaler, on pouvait donc reporter l'ensemble des échéances, des obligations fiscales. Et la troisième chose, c'est que l'ensemble des entreprises qui ont un chiffre d'affaires moins de 20 millions ou égal, peuvent étaler également le report de l'ensemble des paiements de l'impôt. Il y a également au niveau monétaire, et donc la banque centrale qu'on appelle ici la banque du Maghreb a baissé son taux de 2,25 à 2 si je ne me trompe pas bien, et qui a assoupli toutes les conditions des crédits et des établissements de crédit. Et troisième chose qui était la plus importante, je pense, c'est le niveau de protection sociale. Tous les travailleurs du secteur formel, et il y a eu une indemnité forfaitaire mensuelle de 2000 dirhams prise par la charge de l'État, qui bénéficie des prestations relatives de l'AMO. L'AMO, c'est comment on appelle ça, l'assurance maladie obligatoire, les allocations familiales qui ont été octroyées à l'ensemble des salariés. Le Covid-19 n'a pas livré tous ses secrets, mais ce qu'on constate aujourd'hui, tous les économistes y sont surpris, c'est qu'il y a eu 4 500 000 personnes qui ont demandé de l'aide, qui étaient dans l'informel. Si vous multipliez par 3 ou 4 personnes, ça fait à peu près 18 millions, c'est-à-dire la moitié du Maroc, pratiquement, puisque nous sommes à peu près 36 millions. Et donc, ça, c'est quelque chose, c'est assez surprenant. Troisième peut-être point, c'est le versement des indemnités qui ont été entre 800 et 1200 dirhams en fonction des enfants. Et puis, il y a l'extension du RAMED, c'est-à-dire la possibilité de l'ensemble des individus qui n'avaient pas de couverture médicale. Ceux qui ne bénéficiaient pas pouvaient avoir une extension. Alors, tout ceci, c'est une espèce également de moratoire, je dirais, de remboursement des échéances au niveau bancaire et des échéances sur le leasing qui peuvent aller jusqu'au 30 juin. Et puis, il y a la mise en ligne de l'ensemble de l'exploitation supplémentaire qui est accordée par la banque, qui est garantie par la caisse
de garantie, la caisse centrale de garantie, c'est une couverture qui peut aller, en termes de découverte, jusqu'à 95%. Bon, il y a eu également l'accélération des paiements de l'État pour les petites entreprises, parce que c'est un peu d'oxygène financier, une suspension des paiements de la cotisation sociale qui sont dus à la sécurité sociale jusqu'au 30 juin également, et une remise je dirais, des majorations pour plus tard, retardées. Et puis, il y a eu la mise, je dirais, d'aider à taux zéro, les auto-entrepreneurs, parce que le Maroc pense qu'il y a une possibilité d'avoir une société de type entrepreneurial plutôt que salarial. Et il reste un point le plus important aussi, c'est l'occasion, c'est le patronat, l'organisation patronale qui a aussi joué son rôle. Elle a créé un plan de continuité d'activité PSA pour aider l'ensemble des entreprises au niveau de leur activité, et également elle avait demandé, il a réussi à l'avoir, c'est la suspension des charges salariales et patronales, le moratoire de l'ensemble des échéanciers des banques pour les entreprises, la suspension des contrôles fiscaux, et puis la mise en place d'une identité d'indemnité de perte pour les salaires qui sont extrêmement bas, et puis la création d'un fonds patronal pour aider les sociétés qui sont touchées par la crise économique. Voilà un petit peu en gros ce que le Maroc a essayé en étant tripartite entre trois acteurs, c'est le patronat, le syndicat, la société civile et forcément le patronat. Voilà en gros pour cette question de ce que le Maroc a fait. Toutes ces mesures que le Maroc a décidé de prendre depuis le début, et vraiment dans une urgence vraiment extraordinaire, pousse à laisser penser que éventuellement le Maroc pense ici vraiment à la santé de ses citoyens au détriment vraiment de l'économie. Donc c'est pour protéger le citoyen, c'est pour mettre le citoyen vraiment dans une protection totale et optimale et au détriment de l'économie. Est-ce qu'à votre avis, le Maroc va rentrer maintenant dans la phase des confinements ou il va rester dans le confinement? Parce que on a annoncé il y a quelques jours qu'il allait y avoir une phase des confinements au Maroc. Est-ce qu'on va rentrer dans ce déconfinement ou pas encore? Ou le Maroc n'est pas encore prêt à le faire? Alors, comme on est rentré dans une société que je disais tout à l'heure à risque, pour reprendre un peu la théorie des sociétés à risque de Ulrich Beck, qui est un professeur, enfin feu professeur en Allemagne, avait écrit donc un livre sur cette possibilité pour toutes les sociétés de prendre des décisions à court terme, ce qui fait qu'il n'y a plus de planification, plus de décennale, vécennale, quinquennale, triennale ou annuelle. Ça n'existe plus, il n'y a que des orientations. Donc, pratiquement, il avait imposé au niveau mondial cette idée. Ce qui fait que le Maroc, aujourd'hui, ne peut pas prendre des décisions pour une raison extrêmement simple. Même s'il lui reste 2 ou 3 jours, on ne peut pas s'organiser, mais il la prendra à la dernière minute parce qu'il faudrait ce qu'on appelle en termes de l'épidémie, qui est statistique, qui est enfin l'épidémie, je dirais descriptive. Il faut qu'on arrive à R0, c'est-à-dire que la possibilité d'une personne ne peut plus contaminer d'autres. Si l'on reste à 1, ça pose énormément de problèmes, ce qui fait que la décision ne peut pas se prendre. Aujourd'hui, on pense, ce n'est plus comment on appelle ça, un secret de polichinelle pour personne. Je pense qu'ils iront jusqu'au mois de juin, peut-être le 15 ou le 20 juin, pour une raison simple. La fête la grande fête, la fin du Ramadan, qui est l'Eid Sahir, va se positionner juste après le 20 mai. Et alors, les gens iront, donc, risquent de voyager, iront voir leur famille, et là, on n'a rien fait, on relance, on risque de relancer. Donc, il va falloir être très sage pour que les Marocains restent au moins un mois
Confiné. encore de confinement et ils sont pris en charge. La deuxième chose qui me semble extrêmement importante, je pense que le Maroc ne pourra pas prendre le risque car il y a ce qu'on appelle une seconde vague, c'est touch and go ou bien le stop and go, c'est-à-dire ça risque de repartir, on l'a vu avec la Chine et dans d'autres pays. Donc, il y a, bien sûr, dans les milieux populaires, on le voit tous les jours dans le WhatsApp, etc., certaines personnes sont inconscientes. Mais pire que l'inconscience, comme disait Laroui et Harkoun, on n'a pas l'équivalent, c'est l'ignorance, c'est la jahiliya. La jahiliya ne permet plus aux gens d'avoir un lien entre le coronavirus et le masque. Et là, c'est encore plus grave dans le milieu populaire. Voilà, donc il va falloir rester confiné. Derrière chaque malheur, derrière chaque crise, il y a souvent des bonnes choses. Et quelles sont les leçons et les enseignements que les pays d'une manière générale peuvent tirer de cette crise? Je pense qu'il doit y avoir à peu près, il me semble, les enseignements qu'on peut tirer de la crise du Covid-19, ils sont à peu près de deux. D'abord, c'est le travail à distance, en vidéo. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui une espèce de non-retour à la situation hantée. La crise qui était globale, mondiale, qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de race, qui n'a pas de principe fondateur, rien ne lui est sacré. Elle casse tout, elle détruit tout. Un peu comme la mondialisation, a bousculé l'ensemble des piliers du monde de travail. Et pendant cette période de confinement, les études qui ont été faites par DESCO, c'est-à-dire relève que 70% déjà de Français ont pu utiliser l'ensemble des vidéoconférences. Et il en est de même des multinationales, où mon épouse elle-même travaille dans une multinationale, c'est pratiquement 80% qui travaillent à distance. Donc la deuxième chose, c'est une espèce de culture d'urgence de la télétravail qui est devenu un outil de travail que nous allons acquérir. Et de facto, le dispositif de vidéoconférence sont devenus un acquis pour un capital, je dirais, immatériel des entreprises marocaines. Et on découvre que le travail à distance, learning by doing, avec moins de résistance des ressources humaines. Et le Maroc, à titre d'exemple, le travail à distance massif est parti aujourd'hui de l'ensemble des entreprises, les bureaux, ce qu'on appelle les entreprises sans bureau, et les nomadismes numériques avec leurs enjeux stratégiques. Je donne juste un exemple de moi-même. Je suis confiné à Casablanca. Mon domicile fixe et permanent, vous le savez, il est à Paris, même si le siège de la FMDEA est à Bruxelles. Eh bien, je dirais que comment dirais-je, confiné donc à Casablanca et financé par j'avais des séminaires sur les politiques publiques plus les PPA au niveau du Maroc avec le ministère d'État des droits de l'homme et des relations avec le Parlement. Et donc, il a fallu, comme c'était financé par la Banque mondiale, il y a eu cette interruption vers à peu près le 16 mars. Et on était obligé de se recycler avec l'ensemble des groupes des deux ministères qui sont regroupés. Et donc, nous avons continué à faire nos séminaires comme si rien ne… C'était pour eux une découverte. Et je pense que plus tard, là, ils étaient quand même plus de 32 avec différents groupes. Et ils m'ont dit que plus tard, ça leur permettait d'avoir du temps, ils ne sont pas dérangés et qu'ils peuvent faire leur séminaire à partir de chez eux. Donc, il n'y a pas de résistance de ces hauts fonctionnaires de ce ministère. Et je dirais, les uns ont travaillé avec leur portable et d'autres avec leur ordinateur. Et nous avons fait cette espèce de conférence en VNP, c'est-à-dire Virtual Private Network, et ça a continué. Voilà pour la crise. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est que la revue économiste qui donnait des prévisions, elle, sur ce phénomène et sur ce changement, c'est qu'il y a eu 1 milliard d'individus qui, plus tard, qui après post-coronavirus, vont travailler avec le télétravail indépendant. Ils sont chez eux, en dehors des bureaux, parce que
l'entreprise au sens physique, comme les banques, les assurances, vont devenir un peu biodégradables. Et donc ça, c'est la grande découverte aujourd'hui du télétravail. C'est ce que on gagne deux choses. On gagne la distance au niveau du travail et ça devient une culture qui nous permet donc à faire des économies de transport